L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien ce matin notre collègue écrivain Ahmed Gasmia pour son livre Promesse de Bondy aux éditions Frantz Fanon. Ahmed, bonjour. Bonjour. J'ai pris beaucoup de plaisir, je le dis tout de suite à nos amis auditeurs, à lire ton dernier roman, Promesse de Bondy, donc édité aux éditions Frantz Fanon. Et j'ai tout de suite une question qui m'a taraudé tout au long de la lecture de ton livre. Comment tu as pu construire une fantasmagorie de la steppe, des grands espaces un roman se déroule à la fin du 19e siècle, les années 80 du 19e siècle, en étant un citadin d'Alger, bien installé dans les quartiers d'Alger et en allant au bureau à la place Odin tous les jours? Bon, très bonne question. En fait, c'est un vécu, pas le mien, celui de mes parents. Et donc il y a eu plein d'histoires qui m'ont été racontées, surtout ces dernières années, au sujet de cette région que j'ai visitée à plusieurs reprises et où j'ai commencé à imaginer des choses. Alors la région, on peut en dire tout de suite un mot, c'est la steppe, c'est les hauts plateaux, c'est voilà. Djelfa et les alentours de Djelfa. Quand on dit les alentours, c'est souvent plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. C'est comme ça que ça calcule dans cette région-là. Absolument, donc il y a beaucoup d'espace et c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire, ça tranche. J'ai vécu toute ma vie à Alger et lorsque je vais dans cette région, l'espace, c'est quelque chose qui existe réellement. Nous, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça à Alger ou dans les grandes villes. Il y a toujours un mur quelque part. Et dans les meilleures conditions, il y a la mer. Alors, et c'est autre chose. Pour bien restituer cet espace, tu as choisi de te transporter et de nous transporter, nous les lecteurs, au 19e siècle. Voilà, donc une autre époque. Et une région qu'on n'a pas, toute une région, c'est-à-dire pas seulement Djelfa, parce que bon, ça c'est une région que je connais plus ou moins, mais je voulais parler des steppes en général. Les steppes, ce n'est pas le nord, mais ce n'est pas non plus le Grand Sud. Ce n'est pas le Sahara. Voilà, ce n'est pas le Sahara avec ses spécificités. C'est une région où il y a beaucoup d'histoires. Je parle du folklore. On parle de héros, on parle de Bondy, on parle d'histoire d'amour. C'est vraiment un grand réservoir d'histoire. Hézéien nous vient de là. Absolument. Donc c'est côté un peu est, un peu à l'est de cette région. Et donc il y a plein d'histoires à raconter, d'histoires de gens héroïques, de gens rusés, de gens. Alors avant d'arriver aux gens, aux personnages, pour rester sur le décor, moi ça m'a pris dès les premières pages parce que c'est précis, les descriptions sont précises, il y a les plantes qui sont décrites, il y a la toponymie, il y a les lieux, il y a les hameaux qui sont très très bien décrits, il y a les tribus, ça aussi ça revient, on s'inscrit dedans, et il y a les chevauchés. Enfin, moi, s'il y a un héros dans ce film, c'est presque le cheval. Absolument. C'est presque le cheval. D'où te vient cette connaissance du cheval? Et, en l'occurrence, ici, il s'agit plus du barbe que du pur sang arabe. Oui. Bon, on est soit à côté d'un cheval, soit au-dessus d'un cheval durant la lecture de ton livre. Personnellement, j'adore les chevaux, déjà. Je n'en ai jamais monté un, mais j'aime les voir, j'aime les regarder. Et ça m'a toujours fasciné, cette grâce que les chevaux ont et que les chevaliers, cette classe qu'ils ont quand ils montent, quand ils sont à l'aise sur un cheval. Donc ça, c'est un univers magique pour moi parce que, comme on le disait tout à l'heure, je suis un enfant de la ville, quartier populaire et tout, donc c'est totalement différent. Et donc, d'ailleurs, on m'a reproché, un journaliste m'a reproché de ne pas avoir donné de nom au cheval du personnage principal, parce que le cheval est aussi... Hafnaoui Daïm, dont on va parler. Absolument. Donc, voilà, donc c'est un univers. Voilà. C'est un univers. Alors, il y a, donc ce décor-là, il y a quand même
on est donc dans les années 80 du 19e siècle, entre 1880 et 1890. Il y a des personnages contemporains à cette période-là qui vont traverser ton roman et qui vont nous situer un petit peu. On parle d'une tour métallique qui est en train de se construire à Paris. Les Français dans les garnisons en parlent. Donc la tour Eiffel. On parle de l'insurrection de Bouamama. En toile de fond, il y a toujours la question de la résistance au colonialisme qui, à l'ouest, donc, est une vraie question posée. Il y a Étienne Diné qui traverse ton roman, qui traverse juste de manière anecdotique. Et il y a Hamoud Boualem aussi qui traverse. Alors, ces personnages-là, ces anecdotes essaient de nous ramener à la réalité de l'époque. Hein. Absolument. C'est des repères pour le lecteur. Donc, des repères d'époque et de région. Donc il y a la Tour Eiffel parce qu'on est en 1888 et la Tour Eiffel va être inaugurée une année plus tard. Donc là on situe les choses et c'est quelque chose d'absolument inconnu. C'est-à-dire des gens n'avaient pas la même vision. Je parle des Français. Imaginez un commandant de l'armée française dans une garnison quelque part dans le sud qui se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on construit ça alors qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'hommes pour pacifier la région. On a Étienne Diné qui traverse la région et qui rencontre les bandits, je vais le dire. Et c'est une blague parce que c'est fictif. Lorsque le bandit lui pose la question quel est ton nom, il lui dit Diné. L'autre il comprend Diné, il lui dit tu devrais te faire appeler Nasreddin ou Nordin. C'est ce qui va arriver. En fait, c'est fictif, mais bon. Ton roman suggère que ce sont des bandits qui ont soufflé à Étienne Diné, son patronyme musulman. Ils n'étaient pas intéressés par l'étoile, donc ils ont dit ce type n'a rien, donc laissons-le en paix. Voilà, pour ne pas perturber un peu l'histoire, pour qu'on me dise pas. Jamais Étienne Diné n'a fait l'objet d'un vol de toile. Voilà. Donc c'était juste un clin d'œil, un repère historique et régional. C'est-à-dire parce que lui, il était dans la région, quelque part dans les steppes, notamment à Bou Saada. D'ailleurs, la couverture du roman, c'est la Rouate. Hein. La Rouate, c'est une toile d'Étienne Diné lui-même. C'est une toile d'Étienne Diné. C'est aussi un hommage. J'en profite pour la montrer à nouveau. Je ne sais pas si on pourra faire un zoom après dans le montage sur le livre, mais on pourra toujours le recadrer aux éditions Frantz Fanon. Alors, quand on avance dans le livre, on se rend compte qu'en fait, on est dans l'univers du grand Far West. Et ça ressemble au grand Far West. Il y a des chevauchés, il y a des bandits, il y a des hors-la-loi, il y a une armée qui poursuit les hors-la-loi, il y a des gens bien, des gens pas bien, il y a des gens qui se posent la question de leur avenir. Est-ce qu'ils doivent être dans la légalité? Est-ce qu'ils doivent chevaucher dans la liberté avec l'insécurité? Est-ce que finalement l'Algérie de cette fin du siècle, 19e siècle, en train d'être occupée toujours en train d'être occupée, le territoire n'est pas totalement sécurisé par l'occupant, etc. Est-ce que c'était pas finalement un peu le Far West des mêmes années, un peu aux États-Unis? Oui, absolument. C'est ma vision en tout cas, parce que quand il y a un certain nombre d'ingrédients, ça donne forcément à peu près le même résultat. Donc vous avez des espaces, de très grands espaces, une région à conquérir. Et puis même, il y a des faits historiques. Il y a toute une littérature française de l'époque qui parlait de faire de l'Algérie la Californie française. C'est-à-dire ce n'était pas une simple occupation militaire. Donc, ce qu'on a vu après, c'était le colonialisme. Voilà. Donc, ils voulaient rester ici. Donc, il y a le même univers en fait que dans le Far West. Et puis, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, sur le plan littéraire et même cinématographique, des histoires qui seraient du même calibre, du même genre que ce genre d'histoire. Est-ce que c'est la première qui restitue cet univers-là, avec cette problématique des grands espaces et des questions que pose l'occupation de l'Ouest américain? Ça serait présomptueux de ma part de le dire. Je sais pas. Je sais pas si c'est la première histoire qui parle. En tous les cas, sur le terrain romanesque, je suis pas. On ne peut pas être exhaustif dans l'approche, mais peut-être que c'est la première fois, en tous les cas, que l'approche est celle-là. On m'a dit, je parle de mon éditeur qui m'a dit d'ailleurs que ce genre de récit n'est pas fréquent chez nous. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la première fois qu'on raconte ça sous cette forme, voilà. Alors, ce genre de récit, ça fait appel à une manière d'écrire
La manière d'écrire, c'est celle du roman d'aventure. C'est alerte, c'est vif. Il y a tout le temps du suspense. Il y a des rebondissements. Il y a des personnages qu'on pense avoir cernés, mais qui ne sont jamais tout à fait cernés, qui peuvent bouger. On parlera de la fin en 2 mois, là, même si on ne va pas la dévoiler complètement. C'est un choix, c'est un parti pris d'avoir écrit comme ça. Absolument. En fait, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite en regardant un film au rythme lent ou en lisant un livre au même rythme. Voilà. Donc, j'essaie de faire un texte qui me ressemble, qui répond à mes goûts personnels. C'est-à-dire avec un rythme, une histoire qui va vite, un personnage qui ne meurt pas à la fin. Voilà, je parle du personnage principal, et une belle fin si possible. Voilà. Donc, une belle femme ou une belle fin? Il y avait aussi une belle femme. Les deux. Pour donner envie de lire, il y avait aussi une belle femme, même si elle n'est pas suffisamment décrite parce qu'elle était voilée la plupart du temps. Là, c'est pas exactement le western américain. Ça, c'est pas le western américain. Ça, c'est pas le western américain. Alors, on va revenir sur cette problématique. Alors, on arrive aux personnages. Je vais commencer par les personnages de l'occupation coloniale. Il y a un commandant Laverdière qui s'avère être un personnage d'un type particulier puisqu'il est véreux. Oui. Et ça a existé dans la haute hiérarchie de l'armée française. Oui. Il y a un cas dont je me suis inspiré. Maintenant, c'est l'histoire qui dira si c'est vrai ou pas. Donc, l'histoire d'un officier qui a participé lors de l'occupation de l'Algérie en 1830, qui a participé au vol d'une partie du trésor d'Alger et qui est parti, je pense, en Italie. Et donc, ça m'a donné à réfléchir. Donc, voilà. On avait oublié dans la fantasmagorie de la conquête de l'Ouest, il y a quelque chose, il y a tous les grands espaces, les déplacements, l'insécurité, les tribus, les locaux, qui pourraient être les Indiens, chez nous, c'est nos tribus à nous, etc. Et il y a l'appât de l'or. Voilà. Des lingots. Les lingots. Voilà. On est vraiment, avec cet ingrédient en plus, on est complètement dans le décor d'un western. Et il y a l'officier face au commandant Laverdière, l'officier Philippe Perlier, qui incarne un peu une autre approche de l'armée française. Voilà. Donc c'est un officier à la fois loyal vis-à-vis de l'armée française, mais qui est aussi fasciné par les gens qu'il voit ici en Algérie. Il y a un certain nombre de principes auxquels ils tiennent, une certaine façon d'être, les chevaliers dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'intéresse aux gens qui sont là, ce qui n'est pas du tout le cas du commandant Laverdière, qui lui ne pense qu'à une chose, donc s'enrichir, et voilà. Alors, les personnages, le principal personnage, Hafnaoui Daïm, c'est celui qui veut devenir un grand bandit, un bandit d'honneur, dont tout le monde va répéter le nom et qui, à chaque fois qu'il fait un larcin, parce que ça ressemble plus à un larcin qu'à un grand coup, voilà, déclame son nom avec beaucoup d'audace pour qu'il soit repris et qu'il puisse construire sa légende. C'est un personnage attachant, c'est celui qui va nous accompagner tout au long du roman, c'est celui qui donne le rythme d'ailleurs, et c'est son introspection intérieure qui fait la richesse aussi émotionnelle du roman. Tu l'as capté où ce personnage, Ahmed Ghasmiya? Je le dirais pas. C'est quelqu'un. Il ressemble beaucoup aux Algériens d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un qui a existé, du moins pas en ce qui concerne la partie bandit. C'est un personnage qui a existé et le nom. Et qui avait ce nom, donc je préfère ne pas trop en parler aujourd'hui, qui n'était pas bandit, mais qui avait ce côté fascinant au niveau de sa personnalité. C'est un homme avec toujours à cheval, avec un fusil à l'épaule et tout. Et donc, mais c'est aussi un mélange de personnages qu'on m'a raconté, qui sont en général dans la même région. Personnage syncrétique, qui réunit toutes les qualités et les défauts, surtout des personnages dont on m'a parlé. Il me fait penser aussi à un personnage que les Algériens connaissent, mais le nom change selon les régions. Donc chez nous, c'est dans la région où se déroule cette histoire, le personnage connu, c'est Ben Akarak,
qui est quelqu'un de très rusé. À l'Est, je crois qu'il l'appelle Akarrak. Il y a plein de versions. Donc, il y a même Beau Akarrak, je crois que c'est des versions par rapport au nom. Et c'est quelqu'un de rusé qui vit, qui arrive toujours à se sortir des problèmes avec sa ruse. Doud Daïm. Doud Daïm, voilà le surnom qu'on lui a donné parce qu'il se tire toujours d'affaire. Sauf que pour Daïm, Hafnaoui, mon personnage, enfin le personnage du roman, c'est que c'est lui qui se met dans des problèmes et qui arrive quand même à s'en sortir. Voilà. Ouais. Alors, l'autre grand personnage de ce roman, c'est Amr Ben Lahsen, qui est le chef de la bande. C'est un personnage en couleur qui va imprégner aussi la trame et l'intrigue du livre. Là, on est à une autre échelle de la dissidence vis-à-vis de l'administration et de l'occupation. Voilà. Donc là, c'est un chef de bandier, donc tout ce qu'il y a de plus pur et dur. Il est prêt à voler n'importe qui, mais quand il s'agit de l'armée française, ça lui fait toujours un plaisir supplémentaire. Voilà, c'est une forme de, on va pas dire d'éveil politique, de conscience politique, mais il sait que ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Et en plus, ils représentent l'autorité. Donc, de bonnes raisons pour qu'ils prennent plaisir à leur dérober leurs biens. Et donc, il joue aussi le rôle il a un côté terrible, mais il joue aussi le rôle du grand frère pour Hafnaoui Daïm. À un moment de l'histoire, on va voir un peu son aile. Voilà, on va sentir son côté un peu humain. Et il est fasciné par Hafnaoui parce que il est tellement maladroit, Hafnaoui, qu'il le fait rire. Il est à la fois maladroit, mais il peut être aussi très adroit. Il y a cette histoire du vol des moutons qui est extraordinaire, qui existe dans la réalité. Oui, comment on peut voler jusqu'à 10 moutons à un troupeau sans que les bergers à cheval ne s'en rendent pas compte? Là, on va donner des idées à certaines personnes. J'espère que... Bon, ça, c'est une vieille histoire. Alors, c'est une méthode qui a existé réellement. Et comment font les voleurs de moutons pour ne pas éveiller les soupçons d'un berger ou des bergers? On parle de troupeaux de plusieurs centaines de têtes. Hein. Voilà. À condition qu'il n'y ait pas de chiens. On soit d'accord. Et à condition qu'il n'y ait pas de chiens. Voilà. Les chiens se rendent compte de tout. Hein. Voilà. Donc, il suffit d'aller derrière le mouton. Bon. J'arrive pas à croire que je suis en train de raconter ça. Je donne ça se passe dans le roman. Dans le roman. Alors, il court après le troupeau, il attache le dernier mouton du troupeau, il le dissimule derrière un rocher ou des buissons. Il fait ça plusieurs fois. Et lorsque le troupeau est parti, il détache, il prend... tout ce qu'il a laissé à la traîne. Voilà. Tout ce qu'il a laissé à la traîne. Absolument. Alors, donc, pour dire que Hafnaoui Daïm n'est pas que maladroit, je tenais à le défendre, dans cette émission. Alors, il y a une tectonique, il y a une dialectique des tribus aussi qui est bien racontée. Hafnaoui vient d'une tribu qui n'est pas très riche. Il a du mal à construire des alliances matrimoniales à cause de ça, mais aussi à cause de son parcours de bandit, évidemment. Voilà. D'autres sont mieux lotis de ce point de vue-là. Il y a aussi une restitution de cet univers des tribus sans lequel on ne peut pas comprendre tout. Oui. Donc il y a... c'est impossible, quasiment impossible, pour quelqu'un qui a la réputation d'être un bandit, un voleur, de prétendre demander la main à une fille d'une famille, à plus forte raison s'il s'agit d'une famille noble, d'une grande famille, d'une grande tribu. Donc pour Hafnaoui, c'était un défi énorme. Un autre défi à relever, parce que toute l'histoire, c'est des défis qu'il est en train de relever. On va dire dans la steppe des années 80 du 19e siècle, un bandit, même fut-il sympathique comme Hafnaoui, il n'a aucune chance de pouvoir épouser une fille de bonne famille, etc. Mais ça peut arriver dans un roman d'Ahmed Ghasmiya. Oui, ça peut arriver. On ne va pas dire si ça arrive. Oui, ça peut arriver. En fait, il va essayer... en fait, ce qu'il vit, c'est un dilemme, en fait. Est-ce qu'il doit être un vrai bandit avec du genre Amr Ben Lahsen et sa bande, ou alors est-ce qu'il va être quelqu'un de rangé, sage et tout? Alors il aura un choix à faire. Être le plus célèbre des bandits, ou être quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais le plus heureux des hommes. Voilà. C'est un peu le choix qui interpelle tous les gens qui ont traversé nos westerns d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, ça dépend de nos âges, et qui sont toujours devant cette... en fait, c'est la question de la liberté qui travaille chaque individu, homme ou femme. Oui. Quelle est la part de liberté qu'on se donne à nous-mêmes, dans notre destin, dans notre construction individuelle, et quelle est la part de
de conformité à l'ordre social qu'on concède. Et entre Amer Belhassan qui lui a choisi complètement la liberté du bandit, oui, et la famille de notables que Hafnaoui voudrait bien avoir comme allié, il y a ces deux pôles. Toi, tu fais choisir cette problématique, elle traverse tout le livre. Oui. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que la surprise, c'est le trésor. La surprise, c'est le trésor, oui. Il y a une trame, il y a une intrigue autour du trésor, oui, d'où la promesse du bandit, c'est le titre du roman. Oui. La trame, c'est cette promesse que fait Hafnaoui qu'il essaye de tenir au départ pour des raisons de cupidité, mais après, peut-être pour des raisons de cœur. Oui. C'est ce qu'il comprendra au bout de plusieurs pages. Ça, c'est une trajectoire vertueuse. Tu as choisi de ne pas écrire, c'est pas du roman noir, puisque ça finit bien, c'est un happy end. Oui, c'est un choix en fait. Je voudrais lire et voir souvent des histoires, des récits, des livres algériens et même des films qui se terminent bien, où le héros ne meurt pas, où il termine sa mission et où ça se passe bien. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'avoir des héros morts? Si on cherche, c'est peut-être notre passé socialiste. On ne voulait pas avoir de héros vivants. Voilà, c'est le peuple qui devait être un héros. C'est peut-être ça, hein, je ne sais pas. Les autres sont passés du héros au super-héros. Même des super-héros black. Voilà. Comme dans Black Panthers. Absolument. Et donc il y a un cheminement assez étrange qu'on a fait. Pendant des années, on avait des films algériens où le héros n'arrivait pas à réaliser ses objectifs. Et sans rêve, on va dire. Voilà, sans rêve. Et sur la même chaîne, on avait des films américains où on nous montrait des héros. Donc des héros étrangers. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que on n'aurait pas notre héros, même s'il n'est pas de bout en bout quelqu'un de vertueux, mais qui peut être contrasté, qui peut le devenir. On a de très belles histoires dans le cinéma algérien. Je parle de cinéma parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Des films où on s'interdit aussi d'imaginer, de rêver. On a beaucoup de films, j'ai des souvenirs comme ça, où un héros vit une aventure et après il y a sa mère qui vient de le réveiller parce que toute l'aventure c'était un rêve en fait. C'était une déception pour moi. On a aussi, je vais citer un film en particulier, on a aussi Taxi El Marfé par exemple. L'idée, elle était géniale. Se retrouver dans le western, etc. J'aurais aimé que ça soit pas une caméra cachée au final. J'aurais aimé que ça soit vrai, qu'il se retrouve dans le vrai western. Et j'avais pas besoin qu'on nous explique comment ça s'est fait. J'aurais aimé juste rêver, voir... Est-ce que Ahmed Gasmiel, le premier écueil à passer pour promouvoir ce nouveau récit national où il y a des héros d'une autre nature, qui ne sont pas liés à l'histoire du mouvement national et au sacrifice collectif que nous avons dû payer pour recouvrir notre liberté, est-ce que le premier écueil ne se situe pas déjà dans les maisons d'édition? Parce qu'il y a quand même eu une histoire autour d'un manuscrit qui fait que peut-être déjà dans l'approche des éditeurs vis-à-vis de ce type de récit, on considère que ce n'est pas quelque chose qui marche, alors que c'est peut-être ça la nouvelle façon de raconter les Algériens. Je pense qu'il y a des habitudes. Des habitudes que nous avons par rapport à l'écrit, par rapport au récit en général, et qui font qu'on soit un peu réticent vis-à-vis d'une histoire où il y a un personnage totalement faux, comme Hafnaoui Daïm, qui veut être un grand bandit, et qui ne le sera pas au final, mais qui est quelqu'un de libre, de passionné, qui a un rêve. En fait, la beauté du personnage, c'est qu'il est passionné. Il veut être quelque chose. Sans parler de ce qu'il veut être. C'est quelqu'un qui n'est pas un figurant. Oui. Et en lisant le roman, on se rend compte qu'en fait, l'occupation française, les Français, les officiers, les soldats ont une présence secondaire. Parce que les Algériens ont toujours existé chez eux, avec l'occupant et après l'occupant.
Ils ont réussi à le chasser. Et c'était une victoire. Et c'est une manière, d'ailleurs, ton roman, il est un peu, on n'en a pas parlé, mais un peu sur cette ligne de crête où à tout moment l'acte des bandits peut basculer du côté de la résistance patriotique. Parce qu'il y a une révolte, celle de Bouamama, qui elle est tout à fait politique. Et puis, quand ils s'affrontent à l'armée française, je ne vais pas raconter les détails, mais à un moment donné, des faits de guerre barbares de l'occupation peuvent revenir pour changer les motivations. Absolument. Donc, personne n'aimait l'occupant. En fait, l'occupant était là, on savait qu'il était là. Il y a des moments où les gens sont occupés à faire des choses. Ceux qui travaillent, ceux qui étaient comme Amr Ben Lahsen, ils avaient des activités dehors la loi, ils la faisaient. Mais il y a un moment où on affrontait l'occupant d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Au final, on faisait de la résistance. De facto. Voilà. Alors, je rappelle à nos amis éditeurs, Ahmed Gasmia, Promesse de bandit aux éditions Frantz Fanon. C'est très alerte, ça se lit très facilement. C'est un roman d'aventure comme on aimerait en lire plus souvent. Et c'est vraiment une trame de cinéma. Alors, ma question, c'est peut-être la dernière question. Quand on a passé l'écueil des maisons d'édition, qu'on a fini par se faire éditer, c'est un récit, une histoire qui peut intéresser les scénarios de cinéma et la production cinématographique. Oui, en plus, c'est très facile à réaliser. C'est-à-dire. C'est une super production. Il y a quand même des chevauchés avec des dizaines de chevaux et des grandes étendues. Oui. Pas sur le plan financier. Sur le plan financier, c'est autre chose. Je veux dire, c'est. L'adaptation. Ça a été mâché, si tu veux. Donc, le plan des scènes et tout, d'ailleurs, le style, c'est ce qu'on me dit, c'est assez cinématographique. Je m'intéresse beaucoup à l'image, à la séquence. C'est des plans, d'ailleurs. Même les scènes, une scène après l'autre, là, on imagine facilement qu'on est en train de regarder un film. Sur ce plan-là. Sur le plan financier, bon, maintenant, c'est autre chose. Ça dépendra des producteurs, des gens, mais oui, l'idée est intéressante. Si on arrive à faire ça, en fait, si on arrive à créer quelque chose, une littérature et un cinéma qui parle de notre pays, parce qu'on a des histoires, on a plein d'histoires. À l'est, à l'ouest, on a plein. Il y a un grand potentiel pour faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous devance, si vous allez me poser la question sur mes projets, je voudrais faire des histoires sur l'Algérie à l'époque romaine. D'accord. Avec des aventures, des héros. Voilà. Mais c'est pas tes parents qui vont te restituer. Mais ça c'est un travail de recherche. je dois chercher mes ancêtres. Donc, il y a aussi l'époque, je pense aussi à l'époque de l'attaque de Charles Quint. Oui, à Alger. 1542. Là, on est au XVIe siècle. Voilà, c'est fascinant parce que pendant mon enfance. La tempête. Voilà, et justement, pendant mon enfance. La tempête. Ça, c'est. Oui. Il y a une histoire, comme disait, dans le quartier, parce que bon, je suis dans le triangle Al-Harrach, Bourouba, Badjarah, donc, comme dirait Flag. Il y a une légende urbaine qui dit qu'à Oued el-Harraj, il y a un navire espagnol qui toujours à l'époque prisonnier de la vase. Voilà. Non, mais à l'époque, je ne savais pas de quoi ils parlaient. J'avais 10 ans et tout. Ils ont dit qu'un jour, un navire espagnol a coulé. Il y a un trésor dedans. Donc, ce n'est qu'en prenant de l'âge, en cherchant, que j'ai trouvé il y a une histoire là et que Charles Quint fuyait devant à la Casbah et puis les tribus de l'Algérois qui ont pourchassé ces soldats. Les assaillants, c'est eux qui tentaient de prendre Alger. Voilà. Et ils ont échoué. Il y avait Doria qui était à Cap Matifou qui les attendait avec les navires. Ils ont pris la fuite. Voilà, l'amiral Doria. C'est fascinant parce qu'il y avait aussi Cortés, l'homme qui a conquis l'Amérique. Donc, pour l'Empire espagnol. Complètement. Et donc, en fuyant, il y a une partie de leur équipement qui est tombée à Oued el-Harrach et puis à Al-Hamis aussi. Oui, parce les deux Oued qui sortent sur la baie d'Alger. Voilà, donc il y a des récits à raconter par rapport à ça. Il y a la légende de Sidi Abdelrahman qui a frappé le... Oui. Donc déjà sur le métier à tisser, de retour pour travailler sur de nouveaux romans. Oui, à condition qu'il y ait des chevaux aussi. À l'époque. Ahmed Gasmia, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que tu nous as donc confectionné Promesse de bandit, un roman aux éditions Frantz Fanon. Merci beaucoup. Merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.